Le diaporama qui suit est destiné à présenter sommairement le livre Dôme, l'histoire centenaire d'une verrerie d'art familiale, paru aux éditions Lire à l'Est. Les aléas de l'histoire et le hasard influent parfois sur le destin d'hommes qui sont amenés à s'engager sur des voies improbables. En 1878, alors que la guerre franco-allemande l'a jeté sur les routes de l'exil, Jean Daume, ex-notaire à Bitche, a hérité, à son corps défendant, d'une verrerie en difficulté à Nancy. Il n'imaginait pas que son nom, alors inconnu du public, allait devenir synonyme de raffinement et de luxe dans le monde entier. Lorsqu'en 1878, il reprend la verrerie Sainte-Catherine à Nancy, Jean Daume ne connaît rien au métier. Ses seuls contacts remontent à l'époque où il était notaire. Il était alors en relation avec les maîtres verriers de Meisenthal, Saint-Louis et Götzenbruck, pour lesquels il établissait des actes. La fabrication est orientée sur l'utilitaire, flacons, gobeleterie et verres de montre. Mais la verrerie connaît des difficultés qui ont amené ses propriétaires, Avril et Bertrand, à ne pas honorer leurs dettes vis-à-vis de Jean Daume. Jean Daume est épaulé par quelques collaborateurs expérimentés, dont un dénommé Alexandre Marcot, apparenté au maître verrier de Baillel. Parmi son personnel figurent des ouvriers venus de la Lorraine annexée. À la fin de l'année 1879, Auguste Daume, le fils aîné de Jean, qui a effectué des études de droit, intègre la verrerie. Il doit lui aussi apprendre le métier et développer son sens des affaires. La verrerie parvient à survivre. Elle tire profit de son implantation en zone urbaine, à quelques dizaines de mètres de la gare de marchandises Saint-Georges et du port Sainte-Catherine, ce qui facilite la livraison des matières premières et la commercialisation de la production. La verrerie dispose d'une main-d'œuvre fidèle et talentueuse, originaire de l'Est et du Nord de la France. Depuis l'annexion de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine en 1871, Nancy prospère grâce à l'arrivée massive de nombreux exilés. Désormais située à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec l'Empire germanique, la ville devient la capitale de l'Est de la France. Le 10 février 1885, Jean Daume disparaît, usé par les années durant lesquelles il s'est battu pour la survie de la verrerie. Son fils Auguste se retrouve seul à la tête de l'affaire familiale qui, bon an mal an, n'accuse plus de pertes. Durant l'été 1887, Antonin Daume, le dernier fils de Jean Daume, rejoint la verrerie familiale avec un diplôme d'ingénieur de l'École centrale des arts et manufactures. Doté d'un sens artistique certain, il va lui donner une nouvelle orientation. Antonin Daume crée un département artistique au sein duquel il regroupe différents talents, des peintres sur verre aux graveurs à la roue. De jeunes dessinateurs collaborent, comme Jacques Gruber, puis Henri Berger,
qui imaginent des décors destinés à orner le galbe des vases. Désormais, la légende des frères Dôme est en marche. Dans un premier temps, des pièces à connotation artistique sont réalisées à partir d'un verre de couleur acheté auprès d'un fournisseur avant d'être fondu dans un pot. Des vases sont décorés par des peintres venus de l'industrie de la faïencerie. Dans les années 1890, des pièces de plus en plus sophistiquées sortent des ateliers de la verrerie. Elles rivalisent avec celles d'un maître verrier nancéen bourré de talent, Émile Gallet, qui a ouvert la voie dans un style baptisé Art Nouveau. La verrerie présente sa production aux expositions. Chicago en 1893, Lyon en 1894, Bordeaux en 1895, Paris en 1896 et Bruxelles en 1897. À l'exposition de Bruxelles, la reine des Belges fait l'acquisition d'un vase en forme d'encolie. Les vases de la série dite Mythologie, imaginés par Jacques Gruber, sont appréciés du public, tout comme ceux inspirés de la nature. La consécration survient lors de l'exposition universelle de 1900 à Paris, où la manufacture se voit décerner le Grand Prix, à égalité avec le maître Émile Gallet, l'ébéniste et le ferronnier d'art Louis Majorel. Dès lors, la maîtrise des différentes techniques permet à la verrerie de triompher dans les expositions en Europe, voire outre-Atlantique. Antonin Dôme s'emploie à imaginer ce qu'il nomme ses rêveries. Ces verriers, dont il dit que les mains calleuses feraient envie aux fées, parviennent à les concrétiser. La technique du verre multicouche permet la réalisation de pièces inédites. À la halle, où la température de fusion avoisine les 1500 degrés, les verriers prélèvent dans les pots plusieurs couches de verre de différentes couleurs qui seront ensuite dégagées avec des motifs en relief. Pratiquée sous un hangar à l'extérieur, la gravure à l'acide permet d'attaquer progressivement le verre dans son épaisseur. Les graveurs à la roue peaufinent le travail en mettant en valeur les divers motifs décoratifs, pétales de fleurs et nervures des feuilles. Les obscurs, ceux qui sont à la peine sous la halle pour alimenter les fours en charbon avec de larges pelles, doivent aussi se faufiler dans les conduits étroits lorsqu'il faut les décrasser. Les verriers doivent régulièrement remplacer les pots rongés par le verre en fusion. Il les extrait du four à la force des bras à l'aide d'une charrette. Au quotidien, les frères Dôme s'efforcent d'apporter un soutien aux verriers touchés par la maladie ou les accidents pouvant survenir. Ils s'attachent ces ouvriers dont le savoir-faire est le fruit du talent et de plusieurs années d'expérience. Dès 1882, une caisse de secours a été créée. Antonin Dôme et Louis Majorel, qui se sont liés d'amitié, collaborent pour offrir des pièces d'une indicible beauté.
Les ateliers de ferronnerie réalisent la monture et la verrerie les tulipes. Dans un coin de la manufacture, le maître verrier Amalric Walter expérimente la technique de la pâte de verre. Il produit quelques pièces dessinées par Henri Berger, mais pour lesquelles le public ne s'enthousiasme encore pas. Auguste Dôme disparaît soudainement en 1909 à l'âge de 56 ans. Son fils aîné Jean, entré à la verrerie en 1907, assure la relève, suivi par ses frères Paul et Henri qui le rejoignent en 1911 et 1912. Au printemps 1914, la manufacture conserve son caractère familial. Elle est dirigée par Antonin Dôme, assisté de ses neveux. Sur la photo, les artistes décorateurs de la verrerie Dôme. À gauche, Paul Dôme. Debout au centre, portant un nœud papillon, le dessinateur Henri Berger. La Grande Guerre, qui survient à l'été 1914, met fin à une période faste. Durant 4 années, Antonin Dôme, privé de la majorité des verriers et de matières premières, maintient l'activité malgré quelques bombardements dus à la proximité du front. Sur la photo, à droite, Antonin Dôme avec sa fille Françoise. Au sortir du cataclysme, durant lequel Jean Dôme a été tué durant la bataille de Verdun, la manufacture se remet en route. Les ouvriers la réintègrent et doivent se refaire la main. Antonin Dôme s'appuie alors sur ses 2 neveux, Paul et Henri Dôme. Sous l'impulsion de Paul Dôme, ingénieur chimiste qui a participé à la Grande Guerre en tant que pilote dans l'aviation, elle cherche un nouveau style. La production s'inspire encore de l'Art Nouveau, mais un style plus sobre pointe le bout de son nez. En témoigne ce sucrier réalisé par le verrier Eugène Gall durant la Grande Guerre avec peu de moyens et qui a séduit les militaires américains du corps expéditionnaire. Des vases au décor stylisé font leur apparition. Si la nature est toujours source d'inspiration, sa représentation n'est plus aussi fidèle. Dans les années 1920, Antonin Dôme et Louis Majorel unissent leurs talents pour produire des pièces alliant le verre et le fer. Paul Dôme et le ferronnier d'art Edgar Brandt collaborent pour créer des luminaires. À l'exposition des arts décoratifs de 1925, la manufacture présente des vases dont le galbe est orné de motifs imaginés par le dessinateur Émile Wirtz. Au sein de la manufacture, 2 dessinateurs se côtoient. À gauche, Henri Berger pose aux côtés de son successeur, Émile Wirtz. Petit à petit, le style Art Nouveau est abandonné pour celui qui sera tout simplement baptisé Art déco.
Au milieu des années 1920, la demande de la clientèle est forte. Pour répondre aux sollicitations des grands magasins, Paul Daume ouvre la verrerie de Belle-Étoile à Croixmare, près de Lunéville, où des pièces signées Lorrain sont fabriquées. Antonin Daume disparaît le 28 mars 1930. Avec son frère Auguste, il aura marqué la manufacture avec le style Art Nouveau. En 1926, il est parvenu à faire décorer de la Légion d'honneur l'un de ses ouvriers verriers en la personne d'Eugène Gall. Au début des années 1930, le style s'est encore plus épuré, avec des vases soufflés dans des verres de couleur, dont le décor est profondément gravé à l'acide, voire taillé. Il n'est plus fait appel aux peintres décorateurs, ni aux graveurs à la roue qui ont pourtant fait la réputation de la verrerie à l'époque de l'Art Nouveau. Le crash boursier de 1929 aux États-Unis et la crise économique qui en découle amènent la manufacture à optimiser l'outil de production tout en continuant à innover. L'artiste Pierre Daven apporte sa collaboration en créant des modèles réalisés sur le site de Croixmare selon la technique du pressé moulé et du pressé soufflé. Depuis ses débuts, la verrerie Daume a toujours proposé des services de table élégants et raffinés. Au milieu des années 1930, la réputation de la manufacture permet de ravir aux cristalleries de Baccarat et de Saint-Louis une importante commande destinée au paquebot de luxe Normandie. Sous la houlette de Paul Daume et de son cousin Michel Daume, fils d'Antonin, elle aborde le cristal. La situation économique difficile et le contexte social agité amènent Paul Daume à fermer l'entreprise à l'été 1936. Lorsqu'il rouvre les portes au printemps 1937, il réembauche une poignée de collaborateurs qui, désormais, travaillent le demi-cristal. La guerre, la seconde en moins d'un demi-siècle, survient à la fin de l'été 1939 alors que la verrerie présentait des pièces en cristal à l'exposition de New York. Elle doit à nouveau fermer ses portes. En 1945, Michel Daume prend la direction de l'entreprise avec son cousin Henri. Paul, qui s'était affirmé comme le maître verrier de l'Art déco, est décédé dans un camp de concentration pour avoir eu des activités dans la Résistance. Comme au lendemain de la Première Guerre mondiale, il faut se remettre en route et s'assurer des goûts de la clientèle. La décision est prise de miser sur le cristal. La verrerie devient alors une cristallerie. Michel Daume et son cousin Antoine Froissart s'attellent à concevoir un cristal d'une grande pureté. Une technique révolutionnaire est mise au point. Au lieu de la souffler, la paraison est ouverte à l'aide d'un outil appelé mandrin, ce qui permet la réalisation de pièces inédites. Des pièces emblématiques voient le jour, vases et coupes qui portent le nom d'étoiles ou de constellations, Sirius, Orion, Vega et beaucoup d'autres.
Orné d'un élégant cordon appliqué au crochet, le service de verre Sorcy connaît un grand succès. La richesse du bestiaire créé dans les années 1960 témoigne du talent des verriers qui parviennent à donner vie aux animaux. À l'occasion des Jeux olympiques d'hiver de 1968, la cristallerie réalise les trophées, essentiellement des étoiles et des flammes. Le 30 mai 1967, la championne de ski Annie Famoz visite la manufacture en compagnie de Jacques Dôme. Au milieu des années 1960, Michel Dôme passe la main à Jacques Dôme qui décide de réintroduire la pâte de verre. La technique est améliorée et il est fait appel à des artistes extérieurs auxquels la manufacture met la matière et un savoir-faire à disposition. Deux grands noms de la cristallerie française dans les années 1960. À gauche, Jacques Dôme, aux côtés de Marc Lalique. Parmi les têtes d'affiche, Salvador Dali, que Jacques Dôme parvient à convaincre. L'artiste crée plusieurs modèles que la manufacture réalise en surmontant toutes les contraintes techniques. Le sculpteur César vient passer quelques jours à la cristallerie où il signe des expansions. Dôme reproduira même son célèbre pouce. Au milieu des années 1970, la cristallerie connaît quelques difficultés malgré son souci de renouvellement. Les places de verre, qui excellaient dans la fabrication des services de table, sont touchées de plein fouet, concurrencées par les verreries mécaniques. En 1976, Jacques Dôme cède la direction de l'entreprise familiale à Pierre de Cherizet, l'un des petits-fils d'Antonin Dôme. En 1983, l'artiste Xavier Froissart, l'un des arrière-petits-fils d'Antonin Dôme, intègre l'entreprise. Il imagine différents modèles qui connaîtront un certain succès. L'alliance difficile du cristal avec la pâte de verre caractérise certaines pièces des années 1980. En 1986, la manufacture perd son caractère familial qui s'est perpétué durant plus d'un siècle. Qui se souviendra de ces verriers, maîtres et ouvriers, dont les œuvres enflamment toujours les enchères et sont exposées dans les musées du monde entier?